Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, on parle de Chroniques Lémuriennes 3, le dernier, futur bientôt papier, supplément de Barbarian of Lemuria. J'ai fini le PDF hier soir, donc je vais vous faire un retour voilà, de lecture, ce que j'en ai pensé, présentation du bébé. On va un petit peu plus dans qu'est-ce qu'il y a voilà, dans le bouquin. Et puis après, un peu plus de spoil, les trucs réservés aux MJ où je me permettrai de faire des commentaires sur les trucs. Enfin, des commentaires qui spoilent à mort. Hein, voilà. Donc, oui, déjà, hein, ça c'est mon retour de lecture, mais on reviendra avec JB quand il y aura le bouquin physique pour vous en parler les deux. Donc, Chronique Barbarian of Lemuria, il ressemble beaucoup plus au 1 dans sa structure, à savoir un début avec deux zones géographiques qui sont définies, euh, les durées de pourpre entre ça et puis les aventures, et 5 aventures. J'ai même noté 4 plus 1, il me semble, parce qu'effectivement, bah, il y en a 4 de bien spécifiques, et il y en a une autre qui est un petit peu de chose. On reviendra dessus. Donc, 176 pages, couverture souple, hein, je présume. Ça se voit pas PDF, mais je vois pas pourquoi il passera en couverture rigide. On est toujours sur du noir et blanc et c'est à 39,95. C'est chez Ludosphérique. C'est de la Sword of Sorcery pour ceux qui savent pas dans quoi il débarque. Donc c'est du Conan le Barbare en très 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 gros. Voilà, hein, pour faire simple. De toute façon, ça s'appelle Barbarian. Barbare de Lemurie. Ah oui, voilà. Un petit peu, voilà. Les codes sont dans le titre. Comme d'habitude, c'est avec du travail d'Emmanuel Roudier, voilà, qui a vraiment marqué la gamme. Et je me suis mis de côté le PDF pour n'oublier personne, parce qu'il n'y a pas quand même qu'Emmanuel Roudier. Donc déjà à la base, hein, tout ça, c'est d'un concept américain de... Ils l'ont pas remis, parce que je sais plus par cœur. Enfin, on s'en fout. À la base, c'est quand même un jeu de ricain. La première trad avait été faite par le Grumpf et Koba, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est la deuxième trad avec plein de trucs en plus. La collection française. Et donc, pour cette créa purement française, on a Vincent Basset, Lionel Beaupère, à qui je vais tirer les oreilles, Félix Huet, Manuno, Pascal Montagna, Cédric Nicolas, Arnaud Prier, Emmanuel Rodier, forcément dans l'équipe éditoriale aussi, et Andrea Salvatores. Bon bah du coup, hop, je vais rester là-dessus pour dire qui a fait quoi. Donc la première zone géographique qui est bien présentée, c'est les îles du crâne. Donc les îles du crâne qui prennent quand même de la place, hein, pour un supplément ball qui est quand même du genre d'habitude condensé. C'est de la page 7 à la page 33, c'est de Vincent Basset et Arnaud Prier avec Manuo, enfin voilà, avec un petit peu d'aide des copains. Mais bon, hein, les coupables, c'est Vincent Basset et Arnaud Prier. Alors j'avoue que moi, à la base de la base, les pirates, je m'en carre un peu. Voilà, c'est pas du tout une allergie, mais c'est pas mon appétence prédominante dans l'histoire de Sensory. Et j'ai vraiment kiffé. Il y a un très très bon travail d'ambiance. Alors, en gros, c'est un royaume des pirates, mais bon, le roi, il est coopté par les capitaines et il a une position. T'as intérêt d'être très Game of Thrones dans ta tête si tu veux rester le roi. Donc c'est voilà, c'est Magouille et compagnie. Ça s'appelle d'ailleurs les îles du crâne parce que la cartographie forme un gros crâne en fait. Voilà, c'est des îles séparées qu'effectivement, quand ça se voit bien sur la carte, ça te fait un crâne stylisé. Donc ça s'appelle les îles du crâne. Les îles du crâne d'ailleurs ne sont pas qu'aux-pirates, il y a aussi les chasseurs d'os, qui est une tribu de sauvages que tu sais pas trop ce qu'ils font des prisonniers qui capturent, où on a quand même, voilà, on a du bon teasing dessus, mais tu sais pas trop est-ce qu'ils vont nous sortir une aventure future où il y aura une exploration chez eux, puis du secret révélé, ou est-ce que c'est laissé à la marge de MJ? À mon avis, MJ, emparez-vous-en. Moi, c'est vraiment une tribu qui m'a fait bien triper parce que bah ils sont au centre. Il y a un survivant de leur capture qui raconte qu'au centre de l'île, ils ont une super cité qui est vraiment cyclopéenne avec de la gadoue partout. Et ils se baladent avec des étranges crânes, genre les crânes allongés, là, du genre les extraterrestres, du crâne de cristal, d'Indiana Jones 4, un truc, voilà. Les délires comme ça de l'extraterrestre d'Amérique latine avec les crânes très allongés. Donc il y a vraiment, ouais, il y a moyen de délirer. Mais voilà, ça c'est un petit machin qui est rentré dans l'île du crâne, qui est vraiment la description de comment que ça marche. En gros, les pirates d'Ambol en général, et surtout dans ce coin-là, avec quelques liens avec les autres suppléments. Et ça c'est bien parce que l'air de rien, de toute façon c'est un effort constant dans ce tome 3. On va avoir à chaque fois des petits liens avec ce qui est déjà sorti, un petit peu pour Chronique Lémurienne 1,
Et aussi, et je trouve, il me semble qu'il y en a plus, hein, pour le dieu voilé. Voilà, voilà. Après, on est sur Parsol. Alors, Parsol, c'est une ville, voilà, c'est une ville marchande, c'est une ville côtière, qui pourrait être plus riche que ça si elle n'était pas, qui pourrait prétendre même à la première place si elle n'était pas constamment embêtée par les pirates de l'île du Crâne. Et c'est pareil, c'est un bon œil du vipère, voilà, c'est de la cité typique en termes de Sword of Sorcery. Elle va être beaucoup plus utilisée que les pirates, en fait, de manière étonnante, hein, dans les aventures. Et du coup, bah, les aventures vont lui donner plus de goût, plus d'intérêt. Moi, j'avoue qu'à la lecture, par seul, je dis pas du tout que c'est mauvais, mais voilà, j'ai eu beaucoup moins d'étonnement parce que, voilà, Barbarian of Lemuria, ça joue quand même beaucoup avec les clichés de la Sword of Sorcery. Donc, si à chaque fois ils font des trucs décalés, bah, on n'est plus dans les clichés. Donc, c'est, à mon sens, la part vraiment archétypiale de Sword of Sorcery, de ce côté description géographique et on ramène des trucs. Voilà, voilà. Au niveau des petits, c'est pas parce que je suis fan et que honnêtement, voilà, si t'as aimé Chronique, enfin les Chroniques lémuriennes d'avant, puis que t'as aimé Barbarian of Lemuria, c'est bon, tu peux acheter. Hein. Tu t'as de quoi jouer, c'est largement au niveau du reste. La gamme continue sa qualité. Sur certains points, elle peut prétendre et peut-être même être un peu mieux. Il y a une petite minorité de gens qui avaient trouvé le Duvoilé un peu trop directif, dirigiste. Là, il y a pas mal d'aventures. Bon, je mélange tout. Mais bon, tout ça pour dire qu'à mon sens, ouais, il ne fait absolument pas. C'est le dernier de la famille, mais il fait pas du tout honte à la famille. Après, c'est peut-être parce que je viens d'en sortir, mais je trouve vraiment il est à top niveau, quoi. Il est vraiment bon. Mais ce qui m'empêchera pas de chercher les petites bêtes. Et genre, en petites bêtes, dans les descriptions des îles du crâne et de Parsol, on est tellement proche, en fait, de la reine sorcière, que bah, l'air de rien, géographiquement, hein, moi je m'attendais à avoir un petit peu plus de, toi, peut-être une ou deux petites accroches, peut-être que je les ai pas vues, mais en tout cas voilà, c'est ça. Je n'ai pas trouvé de petites accroches cheloues, de trucs qui se trameraient avec la reine sorcière. T'as vraiment l'impression que voilà, elle est vers le sud, elle nous fait pas chier, voilà, c'est une reine sorcière, mais elle emmerde personne. Donc le petit point où est la reine sorcière dans tout ça. Ensuite, on a culte de la lémurie. Après les druides noirs, nous avons les druides pourpres, des tarés qui vénèrent le sang. Je crois que je ne l'ai pas dit par seul, c'est 10 pages, 34 à 44. Les druides pourpres, c'est torché en 3 pages, 45 à 47. Et ouais, ils vénèrent un dieu sombre. Leur délire, c'est pas le meurtre, c'est vraiment faire couler le sang. Voilà, c'est leur trip. C'est pas des gros sadiques, ils sont pas du genre ah je vais te faire méga souffrir pour non. Ce qui leur intéresse, c'est le fluide vital, le fluide vital, sa symbolique de vie. Donc même la mort pour eux, c'est pas voilà, ils tuent pas des gens pour tuer des gens, ça ils s'en foutent. Ils vénèrent pas la mort, ils vénèrent le sang qui coule. C'est des gros tarés, avec d'ailleurs un ordre de prêtres guerriers très spécifique, enfin plus de guerriers d'ailleurs, mais de guerriers fanatiques qui ont la foi, qui leur délire c'est d'offrir 100 victimes à leur dieu, mais que en combat, voilà, que en combat. Faut que même ils saignent, faut pas un truc, c'est pas des massacreurs du tout quoi. C'est des guerriers rituels complètement fous et des sacrés antagonistes, voilà, pour vos bourrins de groupe. Là ils ont du bon antagoniste. En plus, à chaque fois qu'ils réussissent un truc, ils se font voilà, une petite taillade rituelle. Donc, quand on voit un arriver avec, oh tiens, il a 90 taillades rituelles, il a son petit niveau, il fait son petit effet. Ensuite, nous avons donc le début des scénarios en eux-mêmes. L'horreur dans la pierre, avec un titre qui spoil déjà presque, de Pascal Montagnat. Très très bien. J'oserais dire, on est un petit peu dans le souffle épicness héroïque du dieu voilé, à savoir qu'effectivement, on en est sur sauver le monde, hein, je veux dire. Si les joueurs ils ratent, vous jouez plus à ball, vous jouez à post-apo ball si vous voulez, et qu'il reste quelque chose. Mais voilà, il y a de l'enjeu. Ne serait-ce que le début, ils sont déjà à voyager dans un vaisseau volant. Donc c'est pas une histoire de pour personnage de haut niveau, mais c'est voilà pour personnages que vous destinez à jouer des grands trucs fresques héroïques et qui ont déjà accès à un certain niveau de gloire, enfin assez pour pouvoir se payer ou être invité dans des voyages de ce type, puis aller discuter avec les boss des cités. Voilà, on est sur ce niveau-là. Ça utilise donc le bac à sable de Parsol, cette aventure. Il y a un petit côté entre guillemets dirigiste au sens il y a tellement une embrouille en fait qui joue dessous
que bah, l'auteur il a bien créé un fil rouge pour que vos joueurs puissent résoudre le truc, surtout que ça se fait en 3 jours. Si vous, MJ, vous voulez voilà, que ça soit un peu moins linéaire, tapez dans le côté bac à sable de Parcel. Mais du coup, sans de toute façon indice, à certains moments, les joueurs, ils ont qu'une chance de trouver. Hein, voilà, faut un petit coup de pouce des dieux, du hasard, ou en tout cas un indice à remonter. D'ailleurs, bien écrit, hein, ça fait pas trop foireux, je trouve. Enfin voilà, c'est à la fois ce côté histoire pas trop tordue de Sword of Sorcery, en respectant bien les codes. Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Mais voilà, et c'est plus court, effectivement, que le dieu voilé. Personnellement, la fin, je la trouve très bien, mais justement, on a une fin qui règle tout. Parce que là, il y a vraiment des gros trucs cosmico-dangereux. Hein. Qu'ont un larbin, que le larbin, il a un larbin, qui fait des trucs, vous aurez même le larbin du larbin du larbin. Et vous, en fait, vous allez voilà couper le mal à la racine. On peut s'arranger plutôt que la fin, ça soit vos héros, ils ont juste gagné, et le grand méchant, ce qui est juste avant les dieux bannis, voilà, il puisse arriver à revenir dans le monde de manière à construire une suite. Ah, c'est dur d'expliquer le truc sans spoiler. On va peut-être garder ça pour le côté méga spoil. Hein, ne mélange pas tout, Benoît. Donc après l'horreur dans la pierre, j'avais noté son nombre de pages. C'est où ça? C'est mon bazar. Voilà, l'horreur dans la pierre qui fait une trentaine de pages. Nous avons un souvenir trop présent de. Alors, un souvenir trop présent de Cédric Nicolas. Voilà. Et l'horreur dans la pierre, c'était de Pascal Montagnat, je sais pas s'il a dit. Donc un souvenir trop présent, très sympa, où bah, il faudrait que je spoil en fait pour mettre les pieds dans le plat. Donc voilà, un souvenir trop présent, très sympa, avec encore une fois un gros jeu de mots qui indique beaucoup dans le titre. Tout ne tient qu'à un fil, d'Andrea Salvatores. Beaucoup plus simple à parler, puisqu'en fait, vos joueurs sont achetés par un gros richot qui fait de la magie sorcière, qui est connu et qui est gros balèze, parce qu'il s'est fait piquer une tapisserie. Il va falloir aller la récupérer. Attention, ça cache plein de choses. Ça cache plein de choses. C'est beaucoup plus un truc enquête qu'on court après des voleurs et on va régler ça en massacrant des gens dans un camp de pillards. Ce n'est pas du tout ça. On est sur du scénar enquête avec possibilité de changement de camp. Voilà, donc intéressant parce que c'est une fin très ouverte, parce que d'une table à l'autre, ils verront pas forcément leur intérêt au même endroit. Le vieux duo Patato à Arnaud Prié, qui est à égalité mon scénario chouchou, voire peut-être le plus mieux chouchou, parce que lui, il n'y a pas de oui mais, oui mais. Donc Arnaud Prié, du thé très bon, le vieux du haut du plateau, ça arrive à être du ball avec un petit truc légèrement décalé, hein, au sens où, bah, déjà, vos chers héros, ils sont envoyés au trou du cul du monde, aller voir des pecnos pour aller récupérer de la laine super chère. Donc on est plutôt à niveau Gweli. Oui, enfin bon, on est pour juste ça, à l'inverse de l'horreur dans la pierre, on est pour des héros qui sont pas encore super méga connus. On parle bien en fait là de renommée, hein. On ne parle pas du tout de fiches de perso. Mais voilà, des mecs qui n'ont pas été, même s'ils ont sauvé le royaume, ça s'est pas su et du coup ils ont pas de gloire et ils font les petits boulots qu'on leur donne. Et vous arrivez dans un sac d'embrouille tordu. Tu peux le jouer sur un côté très dégueulasse, tu peux le jouer sur un côté très drôle, mais au point, le vieux du haut plateau avec peu de modifs, je le vole pour jouer à Brancalonia. Et je mets tous les courseurs de déconnade à fond. Je joue du tragicomique horrible qui est le fond de l'histoire pour en faire quelque chose justement de tragicomique, mais voilà, en faisant le gros lourdingue puis en exagérant. Ça passe pour du branca, ou ça peut te passer pour du jeu beaucoup plus. Enfin, quelque part, ça pourrait être presque un truc à l'aile. Tu peux faire de la magouille et le Rick Dark avec. C'est vraiment le vieux du haut plateau, bah, c'est un PNJ de l'histoire. Et voilà, très bonne utilisation des possibilités. Enfin, vraiment, Arnaud Prié, il m'a bien bluffé. Alors que bon, de base, hein, bons aventuriers, ils vont aller chercher de la laine. Bon, il y a un mec qui a l'air d'être un peu un connard. Ah oui, quand même, en fait, le scénario il est bien fait. Voilà, ça risque d'être des bonnes parties à table et pareil, de donner des solutions très différentes. Surtout que là, c'est encore plus tranché, il n'y a pas la solution morale et puis l'intérêt du gain. C'est vraiment. Enfin voilà, amusez-vous bien. Et enfin, et donc lui, il faisait, je sais pas si je l'ai dit, donc le vieux duo plateau, et ben c'est 28 pages, tandis que tout ne tient qu'à un fil, l'histoire de tapisserie volée, c'est 23 pages. Un souvenir trop présent, c'est 18.
Et enfin, la dernière aventure qui est que sur 10 pages, pour les beaux yeux, je massacre tout le temps son nom, d'Amuniritis. Voilà, qui est une pure réussite, qui est un très bon prise de partie, qui est de Lionel Beaupère, et qui est donc que en 10 pages. Alors tous les trucs bien dedans. Ils ont osé faire une aventure solo, voire max duo. C'est-à-dire pas que tu joues tout seul, mais que tu joues avec un seul MJ ou deux joueurs, un MJ. Et puis c'est tout. Ils imposent des pré-tirés que tu sens bien que tu vas retrouver dans d'autres aventures. Et que j'espère ne pas recroiser avec un groupe d'aventuriers normaux. Pourquoi? Tout simplement parce ils se sont donné une licence artistique. C'est clairement, en fait, bon, vous jouez des humains, mais toutes les illustrations sont non humaines. C'est-à-dire, le héros que vous allez incarner, il a une tronche de rat parce que c'est un pirate qui vient de la merde et tout. Il y a une riche fille de marchande qui est pas une potiche, hein, c'est un Muniritis qui est en femme léopard parce qu'elle est voilà, c'est un peu une meuf de Sword of Sorcery. Les fanatiques ou les un petit peu curtons, enfin voilà, tous les croyants, ils sont en corbeau. À un moment, il y a un méchant assassin, il est en homme serpent. Et voilà. Mais le problème, c'est que ça impacte tellement visuellement, ça marque tellement, que si vous la faites jouer en vous disant je joue que des humains, mais il faut pas que vos joueurs aient foutent les yeux sur les illustrations. Moi, j'ai foutu les yeux sur les illustrations, et je vais être clair, le petit avertissement de début texte du oui, mais alors en fait, bon, on s'est permis de délirer avec les dessins, mais en fait, ils sont humains, j'en ai rien à carrer. Non, vous venez d'ouvrir une dimension parallèle pour une série de petites histoires ball avec pré-tirées qu'on a envie de, voilà, c'est un peu comme les petites séries de feuilletonesques, sauf que bah là, ça va être petites séries de feuilletonesques proposées avec tes pré-tirés pour comment ils évoluent. Moi, je les veux dans le prochain supplément Ball. Ou si le prochain c'est une campagne, je le veux dans celui d'après. Mais voilà, c'est évident de toute façon qu'ils veulent en faire des persos qui vont revenir. Je crois même que c'est noté. Je sais pas si je l'ai fantasmé cette nuit ou si c'est noté. Mais ouais, on va les voir revenir. Et c'est comme les gros avec un œil, on veut les voir revenir là, hein, de Chronique Lémurienne 1. Mais bon, voilà, ils ont vraiment introduit du personnage super attachant, euh, avec des illustrations humaines. Je leur dis, bah il y a pas de souci, hein, c'est cool, on a rencontré des PNJ, toi tu peux les jouer spécialement dans une aventure qui va pas durer 10 plombes, ou quoi il te manque des joueurs, enfin, et puis tu les fais revenir en PNJ. Mais là en fait le graphisme les marque tellement que bah ça rentre dans la tête comme cet univers parallèle de Ball où t'es un petit peu à la mode d'Historia, tu joues des non-humains. Et du coup, moi, je veux pas les voir autrement, je ne les jouerai pas autrement. C'est pas une licence poétique, c'est juste que mécaniquement, en termes de règles, ça ne change rien. Mais alors, les curtons, ça va être des corbeaux, l'assassin, ça va être un homme serpent, et on joue pas des humains, je ne veux pas en entendre parler. Pour moi, c'est l'aventure avec pré-tiré non humain, comme dans Chronique 1, de cet exemplaire. C'est évident, il est hors de question de faire quoi que ce soit d'autre. Je m'en fous. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça hein, que je voulais dire que l'auteur, Lionel Beaupère, ils allaient pas être d'accord sur un truc, mais c'est juste ça. C'est vraiment... non. Alors du coup, je sais pas en fait si ça vient d'Emmanuel Roudier, de Lionel Beaupère ou de quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais c'est un super rendu visuel, mais du coup, enfin, je me vois pas les proposer autrement, enfin, ou dans le vrai univers Ball. Parce que c'est comme tu découvres Donald en mode BD avec sa tête de canard, puis d'un coup on me propose le film Donald où il est joué par quelqu'un. Bah non, c'est pas ça Donald, c'est pas lui Donald, je m'en fous. Voilà. Enfin, c'est débile, mais voilà, c'est ça. Maintenant, hop, je reprends toute une aventure en mode complètement spoil. L'horreur dans la pierre, que j'en ai déjà trop dit. Bon, alors c'est une histoire effectivement de puissance à l'actu, banni des dimensions, qui arrive à voilà à faire copain avec un sorcier qui rend super puissant, mais qui est lui aussi banni des dimensions, qui a un petit peu envie de revenir. Donc bah, dans l'univers, il se trouve un crétin qui devient aussi un sorcier balèze, qui va faire des trucs pour le faire revenir. Et c'est ça que vos chers héros et aventuriers, ils vont devoir bloquer. Avec entre pas mal de petits PNJ intéressants, et voilà. En fait, et c'est donc très bon. C'est juste que la fin peut être légèrement retravaillée pour qu'au lieu ils réussissent tout, bah, ils réussissent à ce que les dieux en fait ne reviennent pas. Mais du coup, le sorcier super balèze, il est revenu. Et puis après, voilà, tu peux tisser. Moi, dans ma tête, je tripais du genre, ouais, alors du coup, il y a la reine sorcière en fait qui intervient à la fin, quand le méchant, il va être à deux doigts de tout libérer.
mais du coup, hop, elle sauve la situation, la reine sorcière, et du coup, l'héros s'allie avec la reine sorcière pour traquer le super sorcier méga dangereux qui, bah, lui, c'est pas le mal, lui, il veut tout niquer. Donc, du coup, alliance, les héros choisis par les dieux qui combattent avec la reine sorcière, le encore plus gros méchant. Bon, après, c'est parce que j'étais un peu en gros bile, mais voilà. C'est une aventure qui au final agite pas mal de background, qui se clôt dans cette aventure si vous respectez comment elle est écrite, et qui à la fin avec très peu de modifs. Alors vraiment rien quoi. T'as genre une modif, vous modifiez 30 secondes de scène et vous changez l'épilogue. Hein. Et ben peut ouvrir sur quand même pas mal de scénars de jeu à faire vous-même. Hein, je veux dire, parce que là dans la version officielle, le monde il est pas détruit et en fait les héros ont réussi. Voilà. Un souvenir trop présent. Alors on est dans les magouilles spatio-temporelles, on est dans le voyage dans le temps. Donc un très bon scénar, que je respecte complètement l'écriture. J'ai déjà dit que pour moi ma petite lubie c'est, j'aime beaucoup les scénarios dans le temps. J'aime beaucoup Invincible parce que à cause de la phrase du premier scénar du oh mon maître vous reconnaît, de toute façon en fait Invincible pour que même si à un certain moment t'as l'impression que le temps peut changer, non, le temps est déjà la somme de tous les voyages qu'il y a eu dedans, comme dans Universal War 1. Alors que dans le Chromato, chez Agathe, il y a un scénar aussi de voyage dans le temps qui a été écrit, il me semble que c'est par Emmanuel Garbi. Et dedans, en fait, on est sur jouer. Quand tu voyages dans le temps, tu voyages jamais dans le passé, tu voyages dans des dimensions qui sont en retard sur toi. Et en fait, c'est ces espèces d'échos, voilà, des brides du passé. Mais en fait, tu ne peux pas changer le futur en voyageant dans le passé, mais pour d'autres raisons, tout simplement parce que tu changes autre chose, mais ton passé, il a un variant. Là, on est dans le si tu retournes dans le passé, que tu changes les trucs, tu changes le futur. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas mon notion préférée. Mais en tout cas, le scénar tient bien la route. Vu que ça se passe dans une petite île tout paumée, il n'y a aucun danger de « Ah, j'ai tué mon grand-père » ou « Effet papillon » ou en fait, non, voilà, Walou. En fait, c'est une ville qui a été ravagée par une île où il y avait une ville et des gens ont été ravagés par un volcan. Que si vous réussissez l'aventure, ils sont plus ravagés par le volcan. Voilà, mais eux, ils vont même pas savoir que tu as été un grand méga héros. Voilà, vous changez discrètement le passé. Et donc du coup, c'est voilà, faut déjà aimer ce trip-là de magouille temporelle. Ensuite, l'aventure est bien écrite. Dedans, on peut rencontrer des hommes dragons, c'est très sympa. Voire, on peut très même partir du si on réussit, du coup, les hommes dragons sont une race atteignable et jouable dans votre groupe de joueurs, sachant que bon, ils marchent normalement, sauf qu'ils ont un petit peu d'armure naturelle avec peau écailleuse. Tu mets ça en avantage, voilà, tu respectes l'équilibre du groupe, machin, enfin c'est même mécaniquement, c'est absolument pas un souci, soyons clairs. Dedans, on rencontre un dragon de feu, enfin voilà, elle a de l'épicness, elle est sympa, et encore une fois, vous serez les sauveurs, mais pas du tout du monde, vous serez les sauveurs que d'un petit coin, et personne ne le saura. Voilà. Tout ne tient qu'à un fil. Bon, je vous ai dit qu'il y avait moyen de choix moral, machin. Bon, en gros, en fait, la personne qu'engage les PJ est relativement. C'est pas un méchant, mais c'est un connard quand même. C'est un peu un gros porc pas sympathique connard qui a moyen que, à certains moments, vos joueurs se disent non. Non, en fait, lui c'est un con, on va lui niquer la gueule. On va se mettre en fait avec les voleurs qui sont en fait les méchants, qui sont en fait les gentils, qui sont en fait le père de la fiancée, un petit peu forcé, et la fiancée qu'on pas spécialement envie de se marier. Enfin voilà, le père a pas envie de marier sa jeune de, je sais pas alors, 18-19 ans, avec le vieux porc du coin qui, vu qu'il est super puissant, personne n'ose lui dire non en fait, t'es un vieux moche, elle veut pas de ta gueule, t'as 75 ans, t'es un croulant. Non, non en fait, oui monsieur, ok on va vous la marier. Et donc du coup, ça magouille pour pas qu'il y ait mariage et puis pour zigouiller le vieux goré. Oui, je suis à Tox, ma feuille de pause nicotine. Donc voilà, une très très bonne aventure, très sympa parce qu'elle va poser des choix moraux aux joueurs. Sachant que c'est même un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a toute une aventure, la tapisserie qui a été volée, c'est pas pour rien, ça retarde le mariage, mais surtout en fait c'est une carte secrète qui va vous permettre d'accéder à certains trucs, que c'est ça que cherche le père de la future mariée et puis la future mariée, pour réussir en fait à mettre la main sur un objet anti-magie, en gros, et pouvoir ne plus être menacé par le sorcier. Donc vos joueurs pourront choisir de non, mais nous avoir un gros sorcier puissant qui nous paye et puis qui nous donne une faveur, ça nous aide bien. Donc elle est gentille, la greluche, elle va aller se marier puis fermer sa gueule. Vous n'êtes pas trop des héros dans ce cas-là, mais bon. Point 2, ouais, mais en fait, voilà, on est pour la liberté des gens et puis on est des gentils, donc le vieux mariage forcé, il va gentiment aller bien fermer sa gueule, on vous aide.
Et vous avez les méga, les méga arrivistes du groupe qui vont dire ouais, mais alors en fait, ce qui nous donne le vieux sorcier, ça pue du, parce que là on a un des artefacts les plus puissants du monde. Donc on va aider les rebelles au mariage, et notre paye ça va être l'artefact qu'on va bien garder pour nous, et qu'on va peut-être un peu foutre la merde, et puis qu'après on va peut-être se dire tiens, on va aller voir la reine sorcière, et devenir les héros les plus connus de la planète. Enfin bon, voilà, il y a possibilité de magouiller, il y a des ouvertures, en sachant que de la manière qu'il écrit, de toute façon, il y a une fin, voilà, il y a une fin propre. Ensuite, ah putain, j'ai mis mon petit papier avec l'écran qui tenait derrière, c'est indisible, voilà. Le vieux du haut plateau, allez, non, je spoil pas, je vous laisse le plaisir, mais tout simplement, le vieux du haut plateau n'est évidemment pas du tout ce qui paraît, et même quand vous avez tout percé à jour par rapport à vos commanditaires initiales, la bonne réponse à la demande de l'aventure n'est pas la bonne réponse morale. Et bonne chance à vous pour vous démerder de créer votre fin à vous. Voilà, s'il y a des héros qui sont un peu trop en je suis à moitié dark, il y a moyen qu'ils s'allient avec le vieux. Sachant que le vieux n'est pas du tout, j'insiste, un vieux. Enfin, voilà. Rien que quand je dis ça, j'en dis déjà trop dit. Il y a de la mascarade, pas au sens empiré d'ailleurs, ce n'est pas un indice. Voilà, il y a du faux semblant, il y a des trucs rigolos, il y a des passages de monstres. Ah, je mets des guillemets, vous jouez, non. Mais c'est quoi ce délire? Donc vraiment du très très bon. C'est la plus, voilà, si vous aimez jouer sur Love Sorcery, mais vraiment avec les beaux barbares qui ont le muscle coulant, et puis qui sauvent les meufs qui ont des bikinis de maille, qui leur font ah oui mon héros comme dans un Flash Gordon, c'est pas le scénar pour vous, parce qu'il y a un petit peu de grotesque, il y a du amoral, il y a du mais moi c'est vraiment j'ai très très bien. Voilà, j'avoue qu'Arnaud Prier, j'ai jamais trop fait gaffe qu'est-ce qu'il a écrit dans Ball ou ailleurs, mais j'ai vraiment une très belle surprise. Lui, il devrait écrire pour Brancalonia, hein. C'est du bon. Et enfin, bon, pour les beaux yeux, Danu Ryugmi, je massacre Eden, de la femme léopard. Léopard, non, il y a des petites taches. Hein. Très très bon, voilà, très sympa, avec encore des histoires de dieu, bon, forcément, à Monolithic, vous la sauvez un moment, vous faites team après, vous allez empêcher les sacrifices, et si vous en sortez bien, en fait, voilà. Il y a comment dire, il y a un moment, il y a un gros méchant à battre, mais, enfin, c'est un gros méchant physique, il y a le champion de la religion de Tari en face, et à la fin, vous devriez pouvoir réduire la menace de l'île et du dieu caché pas sympathique. Et on a envie de les revoir, voilà. En sachant que tout le mal que j'ai à dire, c'est juste, mais il est hors de question de tenir compte de l'avertissement. Vous venez de créer une faille spatio-temporelle où il y a un mini-jeu bol décalé, et ce mini-jeu, c'est sur les aventures de Peck et Anoumé, j'arrive pas avec leur putain de nom, enfin de l'Omra et puis de la femme léopard, quitte à ce qu'ils rencontrent d'autres persos, enfin voilà. On veut d'autres aventures avec ces prétirés et garder leur tronche à moitié animale, enfin d'animaux anthropomorphiques, parce que ça rend super bien. Faites-nous pas un phénomène Donald où ils réapparaissent dans des aventures plus normales pour nos héros avec des tronches humaines et qu'on voie leurs tronches humaines. Parce que non, c'est plus possible. C'était trop marquant. Enfin voilà. Donc pour conclure, et puis ouais, puis alors, je veux dire, ne changez rien en fait. Mon conseil, bah vous la bidouillez pas, vous la jouez telle quelle comme elle a été jouée, c'est bien. Voilà. Alors non, si avant, je fais mon cherche-merde. Et c'est tout par rapport à la dernière aventure. Le texte de description d'Amunirini, tu le vois 3 fois et ça devient sous l'embout de la troisième au sens tu l'apparais, t'as mis hop, mini description dans le corps de l'aventure. T'arrives à la fin de l'aventure, t'as une grosse fiche en mode page en fait où on te raconte sa vie et puis on te met ces petits mouvements spéciaux d'avantage qu'il n'y a rien qu'à elle et puis ça fiche voilà, comme quand on te présente un PNJ en fait au MJ. Et après, tu as les fiches en mode comme quand on présente un pré-tiré. Voilà. Bon, alors, du coup, forcément, en fait, le petit texte d'introduction du PNJ dans l'aventure, PNJ qui peut devenir un PJ quand une fois que tu l'as sauvé, il est reproduit sur la fiche de présentation de ce PNJ pour le MJ, et il est reproduit sur la fiche de présentation de la fiche pré-tirée. Donc en plus, hein, tu vois, il y a du texte qui est copié-collé 3 fois, mais en fait, vous voyez, à chaque fois, ça a du sens. Tout comme bizarrement, il y a un dessin de Ball qui est reproduit en double. Alors attention, Tatin, c'est qui? C'est la bonasse léopard, c'est le dessin pas dégueulasse.
Que en plus, là, sur le coup, vu qu'il est anthropomorphé, on peut pas faire oh encore une pouffe en bikini. Parce que bon, déjà, c'est pas du tout une pouffe en bikini. Enfin, c'est pas pour rien que ça peut devenir un pré-tiré. Voilà, c'est pas du tout une cruche. Enfin, le personnage est vraiment intéressant. Ils ont fait un truc sympa, hein, vraiment. C'est deux pré-tirés que t'as envie de revoir, quoi. C'est deux PNJ. Effectivement, t'as envie de les voir rejouer des trucs. Et puis voilà, le dessin, il a été reproduit. Je pense que c'est complètement volontaire de leur part, hein. De toute façon, c'est hop, quand on présente le personnage, avec son petit texte, hop, quand on est sur la fiche de présentation, le perso type écrit comme pour le MJ. Voilà, donc bon, ça a du sens, c'est deux fois le même portrait. Et puis ouais, c'est un dessin de jolie femme léopard. Et bizarrement, lui, il est en double. Alors, soyez honnête, hein, ils auraient pu caler, mais enfin, n'importe quel les boucherous dans l'édition, à savoir qu'en plus c'était dans Ball, une hache, une belle hache avec 2 gouttes de sang, un crâne, un machin, un truc, enfin. Voilà, même sans demander, Emmanuel Roudier, oh vas-y, on repasse 3 semaines à vous faire un dessin. Juste, ouais, t'as pas un petit bouche-trou, un petit truc sympa, enfin voilà, ça n'aurait aucun impact. Je pense que tu peux virer le premier dessin de présentation, enfin de la femme léopard, avec un maquettiste, hop, y a pas de trou. Donc voilà, c'est carrément, enfin je trouve c'est une volonté de leur part de le mettre 2 fois. Voilà, voilà. Bon bah c'est tout. C'est tout ce que j'ai à me dire. Vraiment du très bon bol. Avec des aventures. Euh, à part bon, la toute dernière hein, pour les beaux yeux, où là on est vraiment dans les clichés de la sorcerie. Puis bon, bah, forcément le côté oh, les monstres Lovecraftiens qui revient. Et comment dire. J'avais une sensation dans Chronique Lémurienne 1 d'une volonté plus proche de on prend les codes et on fait un petit twist à la fin. On prend les codes et on fait un petit twist à la fin. Là, je trouve ils sont un peu plus permis de, tout en respectant complètement hein, les codes de Sword of Sorcery, de sortir de ce petit schéma pour nous proposer des aventures un peu plus non pas normales, mais voilà, qui sont moins dans ce côté on joue avec les codes, parce qu'il y a déjà en fait toute cette série d'aventures Ball, on joue avec les codes. On a la grosse campagne un peu dirigiste du dieu voilé, parce que bah, c'est le propre de toute campagne. De toute façon, la campagne c'est A, B, C, ou alors il faut vraiment une immense campagne bac à ça. Enfin, voilà, et là effectivement on a une campagne course-poursuite du train. Et tout ça pour dire, ouais, c'est plus des aventures pas que j'aurais pu voir pour un autre type de jeu, hein, parce que c'est inscrit dans du ball, mais voilà. On se permet de se décaler un petit peu des attentes purement sorceriennes. Ah putain, j'ai déjà des contre-exemples qui me viennent en tête. Donc hop, voilà, on en débattra avec JB, tout simplement. Et puis en tout cas, bonne découverte à vous, c'est du tout bon. Si vous aimez, voilà, si vous avez aimé Chronique Lémurienne 1, le Chronique Lémurienne 3 est vraiment pour vous. Tout simplement parce que le Dieu voilé proposant une campagne, il est beaucoup moins comparable à ces deux comparses. Voilà, Chronique Lémurienne 3, on est vraiment dans quelque chose de structuré et qui t'apporte autant Chronique Lémurienne 1. Je sais pas si Chronique Lémurienne 4, ils reviendront à tiens, on vous refait une campagne. Enfin, s'ils ont prévu un recueil avec de l'univers, plus une campagne avec de l'univers, plus un. Enfin bon, vous m'avez compris, ça fait déjà 30 minutes, je m'arrête là. Salut les gens et bonne découverte à vous. Et puis le Chronique 3 c'est une très belle réussite, totalement. Enfin, j'ai déjà dit, c'est au niveau, c'est bon, voilà. Soyons heureux, la suite de Ball reste à niveau. On pleurera pas. Joie dans les chaumières. Bon Noël à tous, sautez dessus. Salut les gens.